Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition présidentielle du 28 décembre 2025, 375 CACV sont constitués. Ces commissions administratives seront chargées de la centralisation des votes. Construction de l'hôpital régional de Kankan. La pose de la première pierre a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné par le ministre du Plan et de la Coopération. Valorisation de l'art culinaire guinéen. L'ambassade d'Italie appuie les acteurs du secteur pour promouvoir les produits locaux à travers le savoir-faire italien. Les temps forts dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mise en place des membres des 375 commissions administratives de centralisation des votes CACV. La cérémonie a connu la présence des mandataires des 9 candidats en lice. Cette étape est une exigence du nouveau code électoral dans ses articles 103 et 104. Elle a été suivie de 2 autres cérémonies, notamment la remise d'équipements à la direction de l'ONESI et celle d'un chèque à l'Urtelgui. Compte rendu Amadou Touré. C'est conformément aux dispositions du nouveau code électoral en ses articles 103 et 104 que la Direction générale des élections, sous la supervision des huissiers de justice et en présence des mandataires des 9 candidats en liste pour la présidentielle du 28 décembre 2025, a organisé ici à son siège le tirage au sort pour désigner l'ensemble des membres des 375 commissions administratives de centralisation des votes, CACV. Nous tirons au sort au niveau national parce que c'est une élection nationale. Donc nous avons 9 candidats en liste et nous avons plus de 375 CACV à mettre en place. À l'extérieur, nous n'avons pas de commission administrative de centralisation. Les centralisations sont faites par la Direction générale des élections. On envoie les procès-verbaux. Juste après cette cérémonie, la Direction générale des élections, dans le souci de répondre aux exigences d'un fichier électoral biométrique dynamique, a remis à la Direction générale de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, des équipements pour améliorer les services de cette institution. Pour que l'État maîtrise sa population, il faut qu'il maîtrise l'état civil. Parce que vous voulez parler de la planification, vous voulez parler d'un projet, il faut que l'état civil soit fiable. Alors si la collaboration nette avec la direction des élections, qui nous pousse au moins, qui cherche à nous outiller pour que les officiers soient outillés afin de faire leur travail, vraiment c'est un plaisir, ça nous fait que le compatir. Nous pensons que nous sommes soutenus. Dans le même registre, la Direction générale des élections a remis aux responsables de l'Union des radios-télévisions libres de Guinée, Urtelgui, un chèque qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration portant sur la sensibilisation des populations pour un scrutin présidentiel apaisé à travers les médias membres de cette organisation de presse. Et pour la gestion du contentieux électoral, toujours, une réflexion de 3 jours a réuni à Koya des magistrats et greffiers de la Cour suprême, un renforcement de capacité pour garantir une élection crédible. Reportage Aboubakar Ami Kamara, Tierno Younoussaba. Cette étape marque la fin de 3 jours d'intenses travaux sur la gestion du contentieux électoral. Les magistrats et greffiers de la Cour suprême, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral, se sont retrouvés à Koya. Ici, ils sortent bien outillés sur les techniques de gestion des contentieux électoraux. Nous avons travaillé pendant 3 jours. Chacun s'est investi pour que nous arrivions à ce résultat, où chacun a appris quelque chose, un lieu de donner et de recevoir. Nous sommes satisfaits de ce qui a été déjà fait. Au cours de cette rencontre, de hauts magistrats ainsi que des experts nationaux et internationaux ont échangé sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'élections efficaces, libres et transparentes. Il était normal que la Cour vienne s'approprier ces textes en vue d'instituer, de dicter dans la collaboration qui est à saluer avec les organes de gestion du processus. Nous étions en train d'échanger sur ces textes et la mise en place des dispositifs qui vont être opérationnels
essayer de répondre aux attentes des citoyens. Le vote doit être garanti et sécurisé. Ce qui m'enrichit est souhaiter que le séminaire soit pour vous un moyen d'assumer pleinement et avec responsabilité vos prérogatives pour des élections de qualité en vue de préserver la paix et la stabilité dans votre pays pour que la prospérité partagée devienne une réalité. L'objectif est d'améliorer leurs compétences afin de garantir une élection de qualité et apaisée, contribuant ainsi à la préservation de la paix et à l'organisation d'un scrutin accepté de tous. Il faut dire qu'à l'approche des échéances électorales, le renforcement de capacités des professionnels des médias s'impose aussi comme un enjeu majeur pour garantir une information fiable. C'est dans cette dynamique que s'est tenue une session de formation sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. Reportage Aboubakar Ami Kamara, Thierno Younoussaba. Ces journalistes des médias publics et privés ont pris part à cette formation axée sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. L'initiative émane du ministère de l'Information et de la Communication à travers la Direction générale du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Le travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail aisé. C'est un travail qui vous conduit dans les méandres de la souffrance. Parce qu'il faut traverser des ponts de lianes, travailler dans la poussière, sous la pluie, en pleine nuit, vous exposer justement aux pannes dans la circulation et même à des accidents pour respecter le droit d'accès des populations à l'information juste et une information justement qui devrait contribuer à renforcer le processus de démocratisation dans notre pays, la République de Guinée. Pendant 3 jours, ces participants ont bénéficié d'enseignements portant sur l'éthique, la déontologie et les bonnes pratiques indispensables pour une couverture équilibrée et crédible du processus électoral. Cette formation nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer nos connaissances et de mieux comprendre les exigences professionnelles, éthiques et déontologiques liées à la couverture électorale. Leur expertise nous a éclairés sur des notions essentielles telles que le fact-checking, la neutralité éditoriale, la vérification des sources, la gestion des tensions en période électorale, ainsi que la responsabilité sociale du journaliste. Cette session a également permis de sensibiliser les professionnels à l'importance d'un traitement de l'information responsable afin de contribuer à un climat apaisé durant toute la période électorale. Santé avec la construction de l'hôpital régional de Kankan. La pose de la première pierre a été présidée par le ministre de la Santé, accompagné de celui du plan et de la coopération. Thierno Maroufba. Sur ce périmètre de 13 000 m² dans le district de Foussem, sous-préfecture de Kalfomoria, il sera réalisé l'hôpital régional de Kankan. Ce centre hospitalier régional vient s'ajouter à ceux de Kindia et Labé, dont les travaux avancent à grands pas. Cette initiative présidentielle vise à rapprocher les soins modernes à la population de l'arrière-pays. Avec la construction de cette infrastructure régionale, l'État guinéen veut renforcer son système de santé à travers des ouvrages de qualité. L'hôpital régional de Kankan s'inscrit pleinement dans le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Vision stratégique portée par le président de la République pour transformer durablement la Guinée. Elle relève plus précisément du pilier 5 et qui place l'humain au cœur du développement. La pose de la première pierre de l'hôpital régional va nous rassurer, va nous donner encore de tonus pour encore dire grand merci, Excellence Mamadi Doumbouya. L'autre avantage de la réalisation de cet hôpital régional est désormais de diminuer les évacuations sanitaires vers Conakry. Au total, 200 lits sont attendus à la finition de cette infrastructure dont la durée est de 36 mois. Les principaux domaines d'intervention seront la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. Le programme et l'architecture répondront aux critères d'un hôpital moderne et d'autres mots
une flexibilité architecturale permettant son évolution ultérieure. La construction de cet hôpital régional moderne, doté de personnel qualifié et en nombre suffisant, ainsi que d'équipements médicaux de pointe, constitue donc une réponse adaptée, anticipée et stratégique, tant pour la sécurité sanitaire que pour le développement économique et social de la région. Après Kindia et Labé, capitale des régions naturelles stratégiques, Kankan, capitale de la Haute-Guinée, bénéficie aujourd'hui de ce projet majeur. Et Zérékoré, capitale de la Guinée forestière, suivra. Dans le même élan de rapprocher les offres de soins, le ministre de la Santé, accompagné de ses homologues, lance des travaux de construction du centre de santé amélioré de Kalfa Moria. L'infrastructure fait partie des 50 centres de santé en phase de construction dans tout le pays. En Zérékoré, régulation du secteur pharmaceutique, le bureau régional de l'ordre des pharmaciens est officiellement installé en présence de nombreuses autorités administratives, universitaires et professionnelles de la santé. Une étape décisive qui permettra de renforcer l'encadrement de la profession et garantir à terme la qualité des produits pharmaceutiques destinés aux populations. Reportage Mohamed Salioupaï. Dans l'enceinte de l'université de Zérékoré, autorités locales, pharmaciens, responsables sanitaires et partenaires se sont réunis pour assister à l'investiture du bureau régional de l'ordre des pharmaciens. Un moment solennel marqué par la volonté commune de structurer davantage ce secteur sensible au cœur de la santé publique. La décentralisation de notre institution permet au Conseil de l'ordre de se rapprocher des pharmaciens installés dans les régions. Une gouvernance efficace doit être présente là où les défis se posent, là où les décisions doivent être prises et appliquées. Les autorités présentes ont salué cette investiture qui marque une nouvelle étape, celle de la responsabilisation et de la modernisation du secteur pharmaceutique dans la région forestière. Votre présence ici, dans notre région, les défis sanitaires sont nombreux. L'accès aux médicaments de qualité, la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques sont des enjeux majeurs pour la sécurité sanitaire. Face à l'ampleur des défis à relever, j'exhorte chacun d'entre vous, ici présents, à apporter sa pierre à l'édifice. Nous serons vos relais sur le terrain, les sentinelles de la déontologie et les forces de proposition pour adapter la politique nationale aux spécificités de notre milieu de vie. Avec ce bureau désormais opérationnel, les acteurs de la santé espèrent un meilleur encadrement du secteur pharmaceutique dans la région. Une étape importante qui vise la protection des populations et l'amélioration de la qualité des soins. Remise aussi des titres de prise en charge sanitaire à l'intérieur du pays. L'opération est pilotée par le Fonds de développement social et de l'indigence. À Varana, plus de 30 malades ont reçu des documents qui les permettront de bénéficier des soins et des produits médicaux. Moussa Kouyati. Après les régions de Kindia, Mamou et Labé, le Fonds de développement social et de l'indigence a mis le cap sur Farana à la rencontre des malades indigents. Ici, au siège de la préfecture, 35 patients ont reçu leurs documents de prise en charge sanitaire par les cadres du Fonds de développement social et de l'indigence, conformément à la vision du chef suprême des armées. Je rends hommage à M. Lansana Diawara, directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, qui a su redonner un souffle nouveau à ce service à travers des actions structurantes, une gestion méthodique et une vision résolument tournée vers l'efficacité sociale. Au-delà des actions que nous célébrons aujourd'hui, c'est une véritable relation de confiance et de responsabilité collective qui se construit. Je ne fais que remercier le président, parce que ce qu'il a fait là, c'est la première fois en Guinée que moi je vois ça. Vraiment, je ne peux que dire merci à Doumbouya. Je n'avais pas le boy. Je suis trop dit, ça fait 1 an et quelques que je suis à la maison.
Pour les autorités communales de Farana, les bénéficiaires étaient dans l'incapacité financière de se prendre en charge dans les structures sanitaires. Nous remercions également le président de la République, Mamadi Doumbouya, pour cette prise en charge des malades. Comme il a l'habitude de le dire, que la santé est universelle. La santé, c'est pour tout le monde, c'est pas pour tous les Guinéens. Nous le remercions très, très sincèrement. Et ce geste nous va droit au cœur. À travers ces actions humanitaires, l'État entend garantir un soin de santé adéquat à tous les Guinéens partout dans le pays. Et puis le manuel de procédure administrative et financière et le statut et règlement intérieur de l'Institut national de santé publique sont validés à Koya. Ces deux documents stratégiques vont servir de boussole à l'Institut. Reportage Aboubakar Junior Kamara. Dans cette salle, les cadres de l'Institut national de santé publique, les partenaires techniques et financiers de l'Institut et autres personnes ressources. Ils sont réunis pour la validation technique de deux documents stratégiques, notamment le manuel de procédure administrative et financière, mais aussi le statut et règlement intérieur de l'Institut. Deux documents qui vont servir de boussole pour l'INSP. Dans ce projet, il est prévu de renforcer les aspects d'abord de la gouvernance de l'INSP, mais également ce projet permettra donc à l'INSP de rendre vraiment opérationnelles certaines fonctions clés qui sont la formation et la recherche scientifique. Mais l'INSP ne s'arrête pas là. Comme une structure de proposition concrète, l'INSP va pouvoir aussi proposer des perspectives et des solutions pour pouvoir renforcer non seulement les capacités du personnel qui intervient dans ce secteur-là, mais pour pouvoir aussi présenter les résultats scientifiques, les résultats de recherche aux autres structures qui interviennent dans le domaine de la santé publique. Le statut et règlement intérieur de l'Institut national de santé publique est signé en 1995. 30 ans après, ce document ne répond plus aux normes de procédure de décaissement des fonds à l'extérieur et ne prend pas les besoins de gouvernance actuels. L'évolution de la structure avec le contexte sanitaire fait apparaître aujourd'hui ce qu'on appelle le One Health, une seule santé. Ça veut dire que c'est une vision qui prend en compte l'intersectorialité dans la gouvernance de notre système de santé. Donc, alors qu'en 1995, il n'y avait pas cette vision intersectorielle. Donc, il est nécessaire que le nouveau statut soit sensible au système One Health. Après cette validation, le document va suivre les procédures administratives jusqu'à la présidence de la République afin de mettre en place le conseil d'administration et un budget autonome afin de faire face aux multiples besoins des citoyens dans le domaine de la santé publique. Dans l'actualité encore, les membres du conseil d'administration de la société Anglo Gold Ashanti SAG viennent de tenir leur réunion. La tenue de cette session, dont le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, est président, constitue un tournant important pour l'exploitation de la mine de Sigiri et pour la gouvernance minière en Guinée cette année. Les membres apprécient les performances et adoptent le budget exercice 2026. Reportage Martin Francine-Adono. La réunion du conseil d'administration de la SAG à Conakry apparaît comme un moment stratégique pour l'avenir de l'exploitation aurifère en Guinée. L'objectif principal de cette session était l'examen des performances de l'entreprise et l'adoption du budget 2026 avec un focus mis sur l'augmentation des opérations techniques et financières, non seulement pour optimiser la production, mais aussi pour renforcer les retombées en faveur de l'État et des communautés impactées. En termes de performance, c'est un bond par rapport à l'année 2024, où on a constaté une augmentation des revenus de l'État de plus de 100 millions de dollars, ce qui traduit que les objectifs qu'on a assignés à la direction, mais également ceux qui sont assignés au ministère des Mines afin d'augmenter les revenus de l'État issus du secteur minier, deviennent une réalité. Ces instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous permettent aujourd'hui d'améliorer la gouvernance des entreprises, les rendre beaucoup plus performantes pour le bénéfice de tous les actionnaires, y compris les communautés riveraines. Cette réunion de Conakry traduit une volonté partagée entre l'entreprise, l'État et les communautés de conjuguer performance économique, responsabilité sociale et développement durable.
quand on parle de la SAG, surtout à la fin de l'année 2025, la première chose dont on se réjouit, c'est parce que nous avons passé l'année en toute sécurité. Il n'y a pas eu de blessures entraînant des arrêts de travail. Nos résolutions sur 2026, c'est d'abord maintenir la sécurité industrielle des employés, c'est la première chose. Ensuite, augmenter la production de l'or et avoir un meilleur résultat financier. La planification stratégique à moyen terme vise à redéfinir les objectifs de production, à améliorer l'efficacité opérationnelle de la SAG, à consolider le partenariat avec l'État et à garantir des retombées positives pour les communautés riveraines. Pour agir contre le réchauffement climatique en Guinée, l'ONG ACOREC, en collaboration avec ses partenaires, vient d'organiser une rencontre de sensibilisation sur la restauration, la protection et l'éducation environnementale. Ceci pour sauver la forêt de Kakimbo. Les échanges ont regroupé cadres, acteurs de la société et étudiants. Reportage Pascaline Yomalo, Sona Sagno. Ici, dans la forêt de Kakimbo, est lancé ce samedi le projet Urgence Kakimbo, une initiative axée sur la sensibilisation à la restauration, à la protection et à l'éducation environnementale avec un objectif clair, lutter contre le réchauffement climatique et sauver ce massif forestier avec l'appui des autorités communales. Le but de cette rencontre, c'est de lancer le projet Urgence Kakimbo, restaurer, éduquer, sauvegarder un patrimoine forestier fortement menacé au cœur de Conakry. Vous n'êtes pas sans savoir que la forêt de Kakimbo est une zone humide et qui regorge vraiment des échanges qui sont protégés et qui sont inscrits sur la liste rouge de l'UICN. Chacun se bat de son côté pour le maintien de la forêt de façon écologique. Donc si on a un projet qui est dénommé Urgence Kakimbo, ça ne fait que nous réjouir et nous engageons à l'accompagner, d'être à son côté depuis à la fin du projet. Portée par l'ONG ACOREC, l'initiative est saluée par le conseil de quartier de Ratouma Centre et les autres parties prenantes. Ça ne nous joue à plus d'un titre, parce que quand vous venez dans la forêt de Kakimbo, il y avait au moins bon vivre à la forêt de Kakimbo, mais vu le morcellement des uns et des autres, vraiment ça commence à disparaître. Et vu que la structure là est venue au secours, vraiment nous en tant que partie prenante, en tant que bénéficiaires directs de ce projet, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous sommes dans l'éducation. Notre rôle, c'est d'éduquer et d'instruire. On ne fait que sensibiliser les enfants, d'éviter l'abattage des arbres, à défaut de planter, de ne pas détruire. Sauver la forêt de Kakimbo, c'est préserver un patrimoine naturel menacé, un combat collectif pour l'environnement et pour les générations futures. Promouvoir un environnement de travail sans violence, c'est l'objectif d'une campagne lancée ce mardi au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Cette année, la campagne est placée sous le thème « Pas d'excuses, tous unis pour mettre fin à la violence numérique faite aux femmes et aux enfants ». Reportage Mariam Kamara. Organisée par le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, en partenariat avec l'UNICEF et les acteurs du secteur, cette journée vise à placer l'assainissement au cœur des priorités nationales. Dans notre pays, la question des toilettes dépasse largement la dimension technique. Elle touche à la santé publique, à la dignité individuelle, à la cohésion sociale et plus profondément encore à la vision que nous avons de nous-mêmes en tant que nation moderne. Au menu des discussions, l'urgence d'agir plus vite pour offrir à tous des sanitaires dignes et sûrs. Les participants ont insisté sur 3 points essentiels: accélérer les efforts pour tenir les engagements nationaux et internationaux, renforcer le rôle et la responsabilité de chacun et enfin promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène pour une utilisation durable des installations. À Forécaria, chaque toilette installée protège contre le choléra, les diarrhées mortelles, la pollution de l'environnement. Nous appelons au gouvernement d'investir davantage dans les structures sanitaires, scolaires et communautaires. Aux partenaires techniques et financiers, soutenir les solutions et les innovations locales adaptées. Aux collectivités locales,
intégrer l'assainissement comme une priorité dans la gouvernance communale. Le message final est un appel à poursuivre et amplifier cette mobilisation collective, une condition pour garantir durablement l'accès à tous à l'eau potable et à un assainissement de qualité en Guinée. La police nationale vient de démanteler un réseau de présumés voleurs de véhicules basé à Gomboya, dans la commune urbaine de Sanoya. Le groupe est composé de 5 individus, dont le cerveau présumé, connu sous le nom de Junior, actuellement détenu à la maison centrale de Conakry. À leur actif, 4 véhicules de type 4x4, dont 2 Toyota Hilux. Colonel Morikaba. Ce coup de filet réussi par la police nationale concerne 4 véhicules, tous de marque Toyota, 2 Land Cruiser et 2 Hilux. Selon les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, ces véhicules auraient été volés par un réseau composé de 5 individus. Le présumé commanditaire des opérations serait actuellement logé à l'hôtel 5 étoiles de Corentin. Il s'agit de 2 Toyota Land Cruiser et de 2 Toyota Hilux double cabine. La fouille des 10 véhicules a permis de saisir des plaques d'immatriculation, des outils de mécaniciens et des sprays de peinture. Interpellé et conduit dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, Elhadj Ali Batra Kaba a reconnu au cours de son interrogatoire que les véhicules ont effectivement été retrouvés à son domicile, précisant qu'il s'agit bien de véhicules volés mis à sa disposition. Il a également révélé que cette opération aurait été facilitée par le nommé Mohamed Fofana, qui, avec son ami Alia, l'aurait mis en relation avec un certain Mohamed Diallo, alias Junior, qui serait actuellement détenu à la maison centrale de Corentin. Interrogés, les accusés ont reconnu sans embâche les faits qui leur sont reprochés. Il a fait partir les premières voitures. Il y avait une RAV4 de couleur grise, une autre de couleur bleue, un Prado de couleur centre et un Micra de couleur rouge bordeaux. C'est après, les Land Cruiser là et les pick-up là sont venus. Donc, les véhicules là sont restés chez moi. Avant, franchement, moi je n'ai pas confiance de policiers. Maintenant, cette fois-ci là, j'ai beaucoup confiance aux policiers au nom de Dieu. Franchement, tu sais, on est prêt pour rembourser 115 millions, mais c'est grâce à policiers guinéens que j'ai trouvé ma voiture. D'après les enquêtes menées par la direction centrale de la police judiciaire, ce réseau serait impliqué dans plusieurs cas de vol de véhicules. La plupart des engins volés auraient subi des modifications avant d'être acheminés hors des frontières guinéennes, toujours selon les enquêteurs. Lutter contre les violences faites aux femmes au sein de l'institution militaire, la Direction générale du genre et équité des armées a effectué une sensibilisation à l'état-major de l'armée de l'air à l'occasion des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Compte rendu, Caporal Sassa Tolno. Placé cette année sous le thème « Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles », les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre se poursuivent à Conakry. Dans l'amphithéâtre de l'état-major de l'armée de l'air, des cadres des forces de défense et de sécurité et l'association des épouses militaires et paramilitaires se réunissent. L'objectif visé est de sensibiliser le personnel de l'armée sur les conséquences de cette pratique. Avec l'évolution des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, les violences basées sur le genre s'étendent désormais dans l'espace numérique. Cette nouvelle forme de violence brise des vies, détruit la confiance et plonge de nombreuses femmes dans la peur, dans le silence et dans l'isolement. C'est dans cette dynamique que la Direction générale du genre et de l'équité du ministère de la Défense nationale a organisé cette journée de sensibilisation destinée au personnel des forces armées guinéennes. Les discussions ont porté sur des sujets sensibles comme le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité et la diffusion de contenus intimes sans consentement. Les participants ont souligné les impacts psychologiques et sociaux de ces agressions virtuelles. Nous, les porteurs de tenue, nous devons nous protéger pour garantir un espace numérique durable. Une fois arrivé dans mon unité, il y a une sensibilisation à faire
auprès des gens pour éviter la violence basée sur le genre. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ce cadre d'échange, a salué cette initiative. La violence numérique constitue un risque pour l'institution militaire. Elle peut altérer la cohésion, dégrader l'environnement du travail et porter atteinte à l'image de notre armée. Je tiens à remercier la Direction générale du genre et équité du ministère de la Défense pour cette belle initiative. La Direction générale du genre et équité des armées promet de pérenniser cette activité dans les années à venir pour maintenir le cap de la sensibilisation et développer des stratégies de prévention. C'est officiel, l'entreprise Marifala vient d'inaugurer un nouveau point de vente à Kankan. Il est implanté au quartier Missira Mobile pour livrer des opérations tant attendues. Un modèle commercialement offensif et plus efficace au service des clients. Les défis et perspectives étaient au cœur de la cérémonie d'inauguration. Reportage Diamo Kaba. Sur cette voie d'accès du cœur de la ville de Nabaya, l'entreprise Marifala s'offre un emplacement de choix dans cette localité en plein essor. Une première à l'intérieur du pays après 17 ans d'expérience. À l'intérieur du bâtiment, toute catégorie de meubles permettant aux clients de s'immerger dans l'univers de la marque et de découvrir les collections de mobilier et de décoration. Un espace conçu pour sublimer l'art de vivre et célébrer le savoir-faire guinéen dans toute son élégance. Marifala, c'est avant tout une vision, celle d'une entreprise guinéenne qui se positionne comme référence dans la fabrication de mobilier et la décoration haut de gamme. Notre ambition est claire, créer localement avec excellence ce que d'autres vont chercher ailleurs. Je tiens à remercier notre PDG pour sa vision et son leadership qui nous ont permis de réaliser ce projet ambitieux du showroom de Kankan. Au nom des travailleurs et de la direction générale, j'exprime ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son soutien indéfectible à l'entrepreneuriat national. Nous remercions également Madame la ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Madame la ministre du Commerce, pour leur appui et leur accompagnement. Le soutien de ces départements ministériels a été déterminant pour favoriser notre croissance et notre développement depuis le début. Nous sommes convaincus que la présence de Marifala à Kankan sera un catalyseur de développement économique et social pour la région. En agrandissant son écurie, la société Marifala affiche ses ambitions pour se rapprocher davantage de sa clientèle. Dans cette enseigne de meubles contemporains made in Guinée, la politique de proximité fait du chemin pour faciliter le déploiement sur le territoire national et dans la sous-région. De fortes ambitions de développement sont dévoilées. C'est de féliciter Marifala pour avoir pensé choisir notre commune, venir faire cet investissement de qualité qui va servir non seulement les citoyens de Kankan, mais aussi qui nous aidera à faciliter l'emploi de nos jeunes. Chose que notre cher président a initiée depuis le 5 septembre. En quoi faisant? En prononçant la refondation. Cette volonté est l'illustration parfaite d'une seule et unique personne qui, il y a 4 ans, s'est illustrée parmi tous les Guinéens avec une seule volonté, faire de ce pays un véritable merveille. Qui a doté ce pays de toutes les infrastructures permettant d'asseoir les bases de notre développement, de construire la volonté et la stabilité, l'unité de notre pays. Ce monsieur, c'est le jeune et cher président Mamadi Doumbouya. Derrière cet exploit, un Guinéen très engagé à limiter des importations au bout du monde en matière d'ameublement. La création d'emplois est l'un des avantages pour lutter contre le chômage. Le client qui est salarié chez nous, il est viré régulièrement à Ecobank, peut prétendre acheter des articles à Marifala. Il suffit juste de venir prendre une facture pro forma qui dépose auprès de son gestionnaire à Ecobank et qui lui montre un dossier de prêt sur les 72 heures qui suivent. Une fois que le prêt est mis en place, la banque autorise Marifala à mettre les articles à la disposition du client. Le prêt équipement à taux zéro, c'est que vous ne payez aucun intérêt sur
sur le prêt. Si vous avez pris 10 millions à Ecobank, vous ne payez pas d'intérêt. Le taux, c'est 0%. Au lieu que le client se déplace jusqu'à Conakry, jusqu'à Mali Bamako, pour sortir de meubles de qualité, on dit écoute, pourquoi ne pas être ici, à leur côté, pour les faciliter ces produits-là. Je suis très fier vraiment de satisfaire les Guinéens et très fier d'avoir les premiers complexes industriels modernes de la Guinée où je vais fournir le contenu local en formant les jeunesses guinéens dans le cadre de consommation guinéen. Dans ce point de vente fraîchement inauguré à Kankanabaya, le développement croissant d'une clientèle à la recherche de l'art est défendu pour reconquérir le marché des articles. Pour rehausser le niveau de la formation culinaire et de promouvoir la richesse des produits guinéens, l'ambassade d'Italie en Guinée offre une formation dédiée aux établissements culinaires du pays à l'occasion de la semaine de la cuisine italienne, une approche qui marie tradition guinéenne et savoir-faire italien, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux jeunes passionnés de cuisine. Reportage Makeme Keleti Donzo. Cuisiner autrement, valoriser les produits locaux et encourager la créativité culinaire, tel est l'objectif de la formation gastronomique organisée par l'ambassade d'Italie dans le cadre de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Pendant plusieurs jours, des étudiants en hôtellerie et restauration ont été initiés aux techniques culinaires italiennes adaptées aux ingrédients typiquement guinéens. C'est la première édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde qu'on fait en Guinée. Normalement, c'est une manifestation qui dure une semaine et que tous les ambassades italiennes dans le monde organisent. Pour cette première édition, on est déjà content d'être arrivé à organiser cela. On espère pour la prochaine année d'avoir encore plus d'élèves. Au programme, maîtrise des sauces, équilibre des saveurs, techniques modernes de préparation. Toutes ces méthodes ont été intégrées autour de produits locaux tels que le fonio, les agrumes ou encore divers légumes du terroir. Ce partage d'expérience, aujourd'hui, j'essaie de faire de sorte que, avec l'ambassade d'Italie ou bien la coopération italienne, de pouvoir partager mes expériences, aider les écoles. Au moins, quand les jeunes partent, ils peuvent partir avec un métier, avec un visa pour faire des stages et s'insérer dans le monde de la restauration. Ce qui m'a plus impressionné, ce sont des risottos. Parce que j'ai compris que maintenant, la cuisine italienne, c'est une cuisine très simple. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques des jeunes, mais aussi à encourager la mise en valeur du potentiel gastronomique guinéen. Ce partenariat culinaire contribue également à créer de nouvelles opportunités pour un secteur en pleine expansion. Vous suivrez juste après le journal de campagne l'émission Face